Honorable Babley. Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention, je dirais, le discours de mon collègue, je dirais même ami. Je pense qu'en politique, on n'a pas d'ennemis. Qui a fait aujourd'hui, dans cette chambre aujourd'hui, ce qu'on appelle un aveu de taille. Lorsqu'il a commencé à parler, il a dit « le gouvernement a fait un pas en accordant 1000 roupies à son peuple ». Je crois qu'il mérite des félicitations pour ça. Des félicitations. Parce que souvent on dit tape la table, puis tape la table 100 fois, puis tape la table des 100 fois. Et je crois qu'aujourd'hui, vous méritez cette félicitation, Monsieur l'honorable Assia-Wadene. Monsieur le Président, l'honorable Assia-Wadene va plus loin en posant la question jusqu'à quand le gouvernement va continuer à accorder ces 1000 roupies. C'est comme si aujourd'hui vous avez quelqu'un qui est malade et que cette personne a besoin de l'aide, a besoin d'être sauvée. Mais M. Assia-Wadene, lui, il pense devant qu'est-ce qui va se passer. Ou bien vous essayez de sauver la vie de cette personne, ou bien vous commencez à réfléchir qu'est-ce qui va se passer après. Mais le peuple a faim. Quand le peuple a faim, le gouvernement ne peut pas garder le silence. Le gouvernement ne peut pas penser seulement aux réserves des fonds souverains que le peuple de ce pays a contribué à travailler pendant des années. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de... On a retiré de l'argent de la Banque de Maurice. Oui, je dis bien oui. Il y a eu des achats, il y a des enquêtes policières, mais seulement, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je pense que le gouvernement avait un choix. Choisir, en regardant toutes nos réserves, où on a des centaines de millions de milliards, et en même temps nous avons un peuple qui a faim. Et je crois de ce côté, Monsieur le Président, que notre Premier ministre, Pravind Jagnnath, a fait le bon choix. Il a fait ouvrir les coffres de la banque, les réserves, pour soutenir son peuple. Et là, Monsieur le Président, pour la 3e année consécutive, j'adresse mes félicitations les plus sincères à l'honorable Ranganaden Padjadjachi, le ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement pour la présentation du budget de l'année financière 2022-2023. Dans un premier temps, Monsieur le Président, je voudrais féliciter le gouvernement pour le travail accompli en ces temps difficiles. Je dis bien difficiles, parce que tout le monde, toutes les personnes, tous les élus dans cette Chambre aujourd'hui, on le dit, qu'on est de l'autre côté de la Chambre, qu'on est ici, il y a des difficultés dans ce pays en ce moment-ci. Je voudrais féliciter le gouvernement pour le travail accompli en ces temps difficiles, et je fais référence ici à la vaccination quasi totale de la population. Et là, je dois féliciter tout ce monde, tous ces travailleurs, dans ces moments difficiles, comme on dit en créole, Saken dinamen so bloc,
pour nous capables de sortir dans l'état où on était il y a quelque temps de cela. Je félicite, et là, comme je viens de dire, à l'aide financière apportée au secteur de l'hôtellerie, aux travailleurs indépendants et à ceux bénéficiant des subventions gouvernementales. Malgré tous les critiques essuyées, le gouvernement a eu le courage de puiser, Monsieur le Président, dans les réserves de l'État pour aider la population. Monsieur le Président, ce gouvernement a fait face à un véritable choix cornélien. Laisser la population, encore une fois, comme je viens de dire, mourir de faim, ou alors, encore une fois, ouvrir les coffres de l'État. Mais à quoi donc s'attendait l'opposition? Que le gouvernement reste de marbre devant la souffrance de sa population, ou alors recours à la répression pour contrer les revendications? Une question que je me pose. Monsieur le Président, si telles pensées ont animé l'opposition, je leur dirai que c'est mal connaître le gouvernement de Pravin Jagnath. Malgré les jugements malveillants et les attaques gratuites de certains membres de l'opposition, je dis bien de certains membres de l'opposition, le gouvernement au pouvoir a eu la hardiesse de soutenir les plus démunis de notre société. Il a fait le choix d'ouvrir les vannes, je dis bien d'ouvrir les vannes avec raison pour venir en aide à une population en grande détresse. Monsieur le Président, le gouvernement reste aux côtés de sa population dans les moments d'allégresse et de tristesse, en leur réitérant avec beaucoup de sincérité sa devise immuable d'il y a 3 ans, ensemble, tout possible. La deuxième partie de mon discours, Monsieur le Président, je m'attarderai sur un chantier essentiel du discours budgétaire de 2022-2023, celui de la santé. Tout d'abord, je voudrais faire ressortir la combativité de notre Premier ministre, le dévouement constant du ministre de la Santé, le docteur Kailash Jagatpal, qui est un ami, comme venait de dire mon collègue Assia-Waden, et la pugnacité sans faille des frontliners, grâce à qui notre système de santé tient toujours bon malgré la présence d'un ennemi encore plus dangereux et de par son invisibilité. Monsieur le Président, je tiens à saluer les mesures annoncées par le ministre des Finances dans le budget, encore une fois, notamment les 870 millions de roupies investis pour l'achèvement du centre d'oncologie à Solferino-Vacois. 870 millions. Subséquemment, je voudrais remercier le Premier ministre, le ministre des Finances, ainsi que le gouvernement indien pour l'aide financière apportée à la construction de ce centre oncologique. Ce nouveau centre, comme je l'avais déjà souligné, mettra fin à des années de vétusté, d'insalubrité, d'indignité et parfois même d'inhumanité dans la prise en charge des patients souffrant de cancer. Ce projet, cette fois-ci, empreint d'humanité, Monsieur le Président, montre à quel point le gouvernement œuvre chaque jour pour le bien-être de sa population. Par ailleurs, Monsieur le Président,
Nous sommes l'un des rares pays au monde où les services de santé sont gratuits. Totalement gratuits. Je dis bien totalement gratuits. Dans son budget de 2022-23, le ministre des Finances prévoit un portefeuille de 3,5 milliards de roupies pour l'amélioration et la modernisation des infrastructures sanitaires de notre pays. Le docteur Padayachi vient en quelque sorte combler un certain nombre de lacunes qui ont longtemps sclérosé notre système de santé. Entre autres, le budget 2022-23 prévoit le recrutement de professionnels de santé qui travailleront dans des unités de soins spécialisées 24 heures sur 24 et 24/7. Il s'agira plus précisément d'obstétriciens, de gynécologues, de pédiatres et d'anesthésistes qui seront physiquement présents dans les centres hospitaliers à tout moment. Monsieur le Président, cela permettra une fois de plus d'humaniser notre système de santé. Le but du gouvernement est de tendre vers une politique socialiste, celle où l'humain est placé au centre afin de ne plus entendre, par exemple, des lamentations ainsi que des cris de détresse, à vous glacer le sang dans les corridors des unités néonatales qu'on entend souvent. Depuis longtemps, motifi tipé atan, un spécialiste, je dis moi docteur on call. Si docteur est là, il dit pour capable, il sauve Babala. Merci le ministre. Je vous félicite pour cette décision. Vous venez corriger aujourd'hui. Parce que tous les jours, quand on écoute sur les ondes le matin, la quantité de mères de famille qui sont en détresse d'avoir perdu leurs enfants, leurs bébés. Et aujourd'hui, vous venez corriger quelque chose qu'on a laissé traîner pendant des années. Et je vous dis merci. Monsieur le Président, j'aborderai à présent l'impôt sur le foncier en milieu urbain. Pendant des années, l'île Maurice a été scindée. Les régions rurales, d'un côté, et les régions urbaines, de l'autre. L'une était exemptée d'impôt sur le foncier, que nous appelons la taxe immobilière, et l'autre était assujettie à ces mêmes impôts. Bon nombre de citadins ont alors déserté les villes pour se mettre au vert sur les côtes où certains, profitant légalement du système, ont construit des villas somptueuses, voire des domaines. Toutefois, Monsieur le Président, le gouvernement de Pravin Jagnat vient corriger, je dis bien vient corriger, parce que c'était dans notre programme gouvernemental de 2019. Le gouvernement de Pravin Jagnat vient corriger cette grande injustice dans le budget de 2022-23 en abolissant l'impôt sur le foncier urbain, communément appelé la taxe résidentielle municipale. Par ailleurs, comme je viens de le dire, cette mesure faisait partie de notre programme électoral. Monsieur le Président, j'aborderai à présent le thème du changement climatique et de la gestion des inondations qui, depuis ces dernières années, nous lance de nombreux défis d'ordre environnemental, social et économique. Pour commencer, je tiens à dire qu'une fois de plus, Dame Nature nous a tous étonnés durant la dernière saison cyclonique. Selon Météo France, océan Indien, le début de la saison cyclonique 2021-2022
constitue une toute première depuis l'ère satellitaire de 1967, en ce qui est du retard dans la formation de perturbations tropicales dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien, qui ne démarrera qu'à la fin du mois de janvier, je dis bien janvier, l'année prochaine. Malgré ce retard inédit, Monsieur le Président, il n'empêche que nous avons assisté à un démarrage exceptionnel de la saison cyclonique avec la formation de pas moins 9 tempêtes cycloniques tropicaux dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien durant le mois de février et de mars 2022. C'est aussi durant ces mêmes mois que l'île Maurice a connu le passage des cyclones tropicaux Batsirai et Manti à proximité de ses côtes, mais aussi des crues éclairs qui, une fois de plus, ont causé des dégâts considérables dans certaines régions de l'île. Notamment dans le sud-ouest, Monsieur le Président, après le passage de ces deux météores au plus près de nos côtes et des dégâts matériels engendrés, nous réalisons une fois encore à quel point nous sommes vulnérables devant les phénomènes hydrométéorologiques extrêmes. Je voudrais donc remercier chaleureusement, Monsieur le Président, tous les officiers des services essentiels, des utilités publiques et des collectivités locales pour le travail titanesque qu'ils ont abattu après le passage de ces deux cyclones afin que les activités économiques reprennent au plus vite. J'adresse aussi mon soutien et mes pensées les plus sincères à toutes ces familles durement impactées chaque année par ces phénomènes naturels extrêmes, notamment celui des crues subites. À l'approche de chaque saison cyclonique pluvieuse, ces foyers précaires sont pris d'angoisse. La peur que leur bien personnel soit endommagé ou emporté par la montée des eaux. Nous avons tous vu sur les réseaux sociaux ces vidéos, ces images impressionnantes montrant la crue soudaine qui a fortement impacté le morcellement Ramlagan à Vallée des Prêtres au mois de mars 2002. Afin de venir en aide à tous ces foyers impactés, le gouvernement a mis en place, lors de la précédente année financière, le programme national de la gestion des inondations. Ce programme a pour but d'atténuer les risques d'inondation dans les zones les plus vulnérables de l'île à travers la construction de drains aux capacités hydrauliques adéquates, garantissant une meilleure évacuation des eaux pluviales en cas de fortes averses. Ainsi, Monsieur le Président, depuis la précédente année financière, nous pouvons dire que quelques projets de construction de drains sont en chantier dans divers endroits de l'île. J'ai en tête les communes, les lieux dits Chebel, Coromandel, Old Town, Arab Town. Je tiens à souligner qu'un montant de l'ordre de 317 millions a été alloué par le gouvernement sur le programme national de la gestion des inondations à la circonscription numéro 15-16, afin d'aider les communes de la caverne Solferino, Canfoucro, la Marie, Malakoff et autres à faire face aux risques d'inondation, sans oublier aussi les autres régions qui ont été citées dans le discours du budget par le ministre des Finances. Je tiens aussi à saluer l'honorable Bobby Ariram, les officiers du ministère des Infrastructures publiques et du Développement communautaire, l'honorable Anwar Osnou, ainsi que les officiers du ministère des collectivités locales et de la gestion des risques de catastrophes pour le travail colossal entrepris durant ces dernières années sur l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques et de catastrophes et de la gestion des risques en catastrophe. Monsieur le Président,
Je voudrais également souligner que depuis la période post-indépendance, notre pays a connu une urbanisation. Néanmoins, nous constatons que plusieurs habitations et commerces ont été construits dans des zones dites inondables, qui sont sévèrement impactées à chaque saison humide. Ainsi, cette urbanisation non planifiée représente aujourd'hui un réel défi dans l'élaboration de nos projets infrastructurels, notamment dans la construction de drains. En guise de soutien au programme national de la gestion des inondations, le Land Drainage Master Plan sera publié au cours des prochains mois. Dans les grandes lignes, Monsieur le Président, le Land Drainage Master Plan contient une cartographie détaillée de toutes les zones inondables de l'île, ainsi que les mesures politiques d'urbanisation planifiées, ciblant les zones non constructibles, ainsi que les zones définitivement non constructibles, mais aussi celles de la protection de nos zones humides et des zones naturelles sensibles. Ce qui m'amène, Monsieur le Président, à féliciter les officiers de la Land Drainage Authority, ainsi que toutes les parties prenantes ayant contribué à l'élaboration de ce master plan. Une fois encore, nous pouvons dire sans soucier que la résilience face aux effets néfastes du changement climatique est une priorité absolue pour le gouvernement. Et aujourd'hui, une véritable référence parmi les pays africains en matière de développement durable. Monsieur le Président, je m'attarderai à présent sur l'un des chantiers essentiels du budget 2022-23, celui du social. Et là, je félicite encore une fois mon ami, l'honorable Bassia Vaden, qui a accepté qu'il y a eu un pas vers la bonne direction. Depuis que le gouvernement est au pouvoir, de nombreuses mesures ont été prises pour venir en aide aux personnes inscrites au SRM, Social Register Mauritius, afin d'améliorer leurs conditions de vie. Je pense essentiellement à toutes ces personnes qui travaillent grand matin, comme on le dit en créole, on mange tantôt. Pour qui j'ai une affection particulière et intrinsèque à ces femmes de ménage qui se tuent, je dis bien qui se tuent à la tâche en cumulant des emplois chez des particuliers pour gagner leur vie, pour joindre les deux bouts. Aux jardiniers payés aux lance-pierres, aux bricoleurs de fortune, même aux charbonniers, un métier qui est en train de disparaître de plus en plus, pour nourrir leur famille. En ces temps difficiles marqués par l'augmentation de l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, le gouvernement vole donc au secours de ceux vivant dans la précarité. Et je lui dis merci ainsi. La location de subsistence allowance minimale passe de 500 à 1000 roupies. Les enfants issus d'un milieu social précaire bénéficieront d'une allocation mensuelle de 1 046 au lieu de 957 roupies. Les bébés auront droit à des couches gratuites jusqu'à leur première année. Qui plus est, Monsieur le Président, qui plus est, certains foyers mauriciens ne disposent pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de leurs proches. Une fois encore, le gouvernement répond présent à l'appel quand le budget 2022-2023 prévoit une vingtaine de mesures pour que ces foyers vivant dans une grande précarité puissent bénéficier des aides sociales. J'ai plus précisément en tête ces mères de famille isolées
dont le mari se retrouve, malheureusement, très souvent, je dis bien, en prison. Ces mères sont au chômage. Elles ont à leur charge plusieurs enfants, dont certains sont en bas âge, et elles ont un loyer à payer. Et pour ça, ces enfants livrés à eux-mêmes ou abandonnés suite à un divorce des parents, et parfois parce que les parents se droguent, se prostituent ou sont des alcooliques, il arrive que ces enfants se fassent adopter par une personne de leur famille ou par un étranger bienveillant. Ces personnes en situation de handicap malade, autrefois, seules les personnes ayant une invalidité de 60% pouvaient bénéficier d'une aide sociale de l'État. Et là, dans ce budget, l'honorable Renganaden Padayachi vient corriger cette injustice. Cette injustice, parce que, encore une fois, tous les jours à la radio, on entend « Mon pension coupée, monsieur, parce qu'il m'en n'est plus, mon capacité n'est plus 60%. » Qu'est-ce que ce gouvernement socialiste vient proposer? Les personnes étant invalides entre 49 et 59% bénéficieront d'une aide sociale d'un montant de 2500 roupies. Voilà la politique socialiste de ce gouvernement, à laquelle, je dis bien à laquelle, se greffera une allocation déjà existante. Parce qu'auparavant, on disait à ces personnes, vous êtes pensionnaire, vous touchez quelle pension? Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de pension. Et voilà maintenant aujourd'hui. 49 à 59, 2500. 40, excusez-moi, 59. Et à laquelle se greffera une allocation déjà existante. Ainsi, on n'entendra plus sur les ondes des madames, messieurs, vos pensions fin coupées parce qu'ils ont incapacité, 60% fin diminuer. Voilà. De plus, à la page 72 du discours budgétaire, le ministre des Finances propose 3 plans d'aide pour les ménages dont les revenus mensuels ne dépassent pas les 30 000. Une assurance médicale n'étant pas accessible à tous les foyers. Le gouvernement propose aussi une aide financière de l'ordre de 5 000, autrefois 2 000 pour l'achat des lunettes. L'aide financière pour l'achat d'un fauteuil roulant qui passe de 5 000 à 10 000 roupies. 10 000 roupies, ce qui montre que le docteur Padayachi est bien à l'écoute de la population, de tous ceux qui inondent quotidiennement les émissions radiophoniques d'appels de détresse, quémandant le prix d'un fauteuil roulant, même s'il est vieux ou délabré. Ces gens, ces personnes qui sont dans la souffrance, qui cherchent de l'aide. Et aujourd'hui, on vient, dans ce budget, augmenter, c'est-à-dire pour l'achat d'un fauteuil roulant qui passe de 5 000 roupies à 10 000 roupies. Dans le même sillage, la pension des seniors, que nous rappelons, la pension de vieillesse, sera dans un temps de l'ordre de 9 000, afin de permettre à nos aînés de s'acheter des médicaments et de payer leurs factures. Aujourd'hui, avec la baisse du pouvoir d'achat partout dans le monde, le ministre des Finances vient non seulement rehausser la pension de nos seniors, mais aussi les allocations perçues par les veuves, les orphelins et les personnes en situation de handicap. Qui plus est, le gouvernement augmente mensuellement de 1 000 roupies toutes les pensions de base et les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans bénéficieront d'une pension mensuelle d'un montant de 11 000 roupies. Le gouvernement prévoit aussi une allocation funéraire de l'ordre de 12 360 roupies, une augmentation de 2 060 roupies par rapport à la précédente allocation qui était de l'ordre de 10 300 roupies. Ce qui permettra à toutes ces personnes vivant dans une grande précarité d'enterrer dignement, je dis bien d'enterrer dignement leurs défunts. L'achat d'un cercueil, les frais de transport, entre autres. Et aujourd'hui, comme on dit dans le langage créole, ministre des Finances, il ne pense jusqu'à la monnaie cercueil aussi pour augmenter. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que nous, les élus dans cette Chambre, tous les députés présents,
dans cet hémicycle qui sont à l'écoute des gens, comme je le suis, et qui travaillent sur le terrain comme je le fais, comprendront immédiatement la teneur de mes propos. Combien de fois des personnes vivant dans une précarité extrême appellent les députés de leur circonscription pour qu'ils ou elles leur viennent en aide lors du décès d'un proche. En tant que député, telle est la dure réalité de la vie à laquelle je suis confronté au sein de ma circonscription. Monsieur le Président, je voudrais rapidement parler un peu dans ma circonscription les travaux qui ont été mis en place dans la circonscription numéro 15 et 16 et 17. À commencer par la construction d'un nouveau pont qu'on appelle le pont d'abattoir, situé à la caverne Vaqua. Rétablir les cours d'eau à Canal Aliman, un gros problème d'inondation qui date depuis des années, dont les travaux ont déjà pris fin. Construction, extension des drains, terrain de football synthétique dans plusieurs régions, terrain de pétanque à Solferino, rénovation du parc de loisirs de résidence La Caverne, qui est en pleine rénovation, installation des feux de signalisation en face de la gare routière d'Hermitage, construction d'un nouveau pont à Holyrood, un pont qui date depuis l'époque coloniale 1876. Reconstruction de la route Trois-Mamelles. Voilà en grande ligne, Monsieur le Président. Et pour conclure, Monsieur le Président, il y a eu l'introduction du National SADS Scholarship. Il s'agit plus précisément d'une bourse qui sera octroyée à 2 lauréats, filles et garçons, dans le domaine économique. La diminution de notre dépendance aux importations de produits pétroliers, l'achat de 200 autobus électriques pour renouveler la moitié de la flotte de la National Transport Corporation, la levée des taxes d'importation sur tous les véhicules hybrides et électriques. Le gouvernement octroiera une somme de l'ordre de 20 millions à l'île Rodrigue pour la construction et la modernisation des infrastructures, réservoirs, barrages et forages. En sus, le Rain Harvesting Scheme sera renouvelé pour tous les foyers rodriguais éligibles. Dans le budget 2022-2023, le gouvernement montre une fois de plus qu'il œuvre avant tout pour le bien-être des Mauriciens. Et cela, malgré, excusez-moi, Monsieur le Président, un contexte sanitaire toujours épineux. Monsieur le Président, nous ne pouvons que saluer la constance de ce gouvernement qui ne cesse de montrer depuis 3 ans, et cela malgré les nombreux écueils auxquels il a dû faire face, qu'avec le soutien du peuple, tout possible et tout encore possible. Je vous remercie, Monsieur le Président.